Prométer, l'association vaudoise de promotion des métiers de la terre, les vins vaudois et leur vinothèque en ligne vauvin.ch et le label Vauplus certifié d'ici, qui garantit l'origine des produits du terroir vaudois, présente Agriculture durable. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Agriculture durable, l'émission qui se penche sur les enjeux de l'agriculture du 21e siècle. Et aujourd'hui, nous vous parlons de typhlodrome. Mais de quoi s'agit-il, me direz-vous? Eh bien, il s'agit d'acariens qui se nourrissent de ravageurs qui décimaient les vignes alors. Mais vous allez voir que dans le dossier du mois, les choses ont bien changé. On va suivre notre star du mois, ce sera la pomme dans notre rubrique de la fourchette à la fourche. On se posera aussi la question de notre bilan carbone lorsque l'on consomme de la viande rouge dans le fact-checking. Et puis finalement, on vous emmènera du côté de Bonvillard dans notre rendez-vous du mois. Mais tout de suite, allons à la rencontre de nos invités. Messieurs, puisque j'ai aujourd'hui un plateau 100% masculin avec moi, alors je vais commencer avec vous. Frédéric Borloo, vous êtes conseiller d'État, chef du département de l'enseignement et de la formation professionnelle du canton de Vaud. Merci d'être avec nous. Bonjour. Sur ce plateau, à vos côtés, Christian Linder, ingénieur HES et collaborateur technico-scientifique de l'agroscope de Changin. Bonjour. Bonjour. Et puis finalement, David Rojard, directeur de ProConseil chez Prométer. Merci, bonjour. Alors, on parle de ces fameux typhlodromes, c'est peut-être un mot qu'on n'entend pas extrêmement souvent, à moins d'être un spécialiste du domaine comme vous. On l'a vu, pourtant, ils sont devenus vraiment les symboles de la lutte biologique en permettant de réduire drastiquement l'utilisation des acaricides. J'ai envie de dire que c'est un petit peu l'histoire d'un succès, non? Est-ce qu'on peut dire ça, Christian? Je crois qu'on peut le dire, oui, tout à fait. Donc, depuis maintenant une quarantaine d'années que la technique a été développée en Suisse romande et en Suisse alémanique, bien sûr, par Agroscope avec l'aide des cantons, on a vraiment ici un magnifique succès de lutte biologique, vu que quand j'ai débuté ma carrière à Agroscope Changin, c'était pas rare d'appliquer 1 à 2 acaricides par parcelle par année en viticulture et en arboriculture, et que maintenant les professionnels ne savent pratiquement plus ce que c'est qu'un acaricide, vu qu'ils peuvent s'appuyer sur l'efficacité de ces petits acariens qui rendent de précieux services à la Alors justement, on parle de cette lutte biologique. La lutte biologique, on imagine qu'elle a des limites, mais qu'elle a aussi d'autres voies d'utilisation. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se généraliser dans d'autres domaines agricoles, par exemple, David ? Alors on peut le voir dans d'autres cultures de manière un petit peu différente, mais on pourrait le trouver par exemple dans le maïs pour lutter contre la pyrale, où on va ensemencer, si on veut, la culture avec des trichogrammes qui sont des petites guêpes parasitoïdes et qui vont donc éviter que la pyrale puisse se développer. Donc c'est vraiment quelque chose qui a un avenir. Est-ce qu'en politique, on s'intéresse à ce genre de choses, Frédéric Borloo, pour justement aller vers quelque chose de plus écologique, si je puis dire, éviter les pesticides à tout va ? Alors oui, on s'y intéresse. Alors certains s'y intéressent tellement qu'ils oublient de voir les progrès de la science et qu'ils ont parfois des idées un tout petit peu, je dirais des idées fixes sur les questions. Mais je crois que j'ai eu le plaisir, aussi un peu la charge, d'être président des vignerons suisses pendant 6 ans, et ça m'a un peu familiarisé avec ces questions-là. Donc j'ai vu aussi une évolution, j'ai participé à beaucoup de réunions où précisément on parlait de ça et comment développer. Il y a des nouvelles maladies qui arrivent, qu'est-ce que la recherche peut apporter comme technique pour ne pas utiliser de produits, si possible, de synthèse, phytosanitaires de synthèse. Et là, il y a une vraie volonté, je dirais, commune de la part des agriculteurs, des viticulteurs, d'aller dans cette direction-là. Alors, pas forcément 100% biologique, mais en tous les cas, de diminuer la quantité de produits. J'aimerais d'ailleurs en profiter pour dire quand même, dans les 10 dernières années, il y a 30% de moins d'utilisation de produits phytosanitaires. Est-ce qu'il y a beaucoup ? Et puis que dans les 5 prochaines, l'objectif, c'est qu'on rediminue d'autant, c'est-à-dire à peu près de moitié, l'utilisation des produits phytosanitaires. C'est des objectifs qui sont très ambitieux. Alors justement, Christian, au niveau scientifique, c'est quelque chose qui est faisable ? C'est quelque chose sur lequel on travaille.
Et bien sûr, et c'est passionnant parce qu'effectivement, comme l'a dit M. Bourlot, on est face à des défis, je dirais, presque chaque année. Chaque année, on a de nouvelles maladies ou de nouveaux ravageurs qui arrivent. Hein. Si on pense à la fameuse drosophile du cerisier qui portait un charmant nom de Suzuki. Le nom est charmant, mais ma foi, ses dégâts le sont un peu moins. Un peu moins, oui. Un peu moins. On a maintenant l'arrivée au nord des Alpes du scarabée japonais. Alors, on a l'impression que tout vient un peu du Japon, mais ce n'est qu'une illusion. Mais je veux dire, on est face à ces défis constants et c'est clair que face à des objectifs de réduction de produits phytosanitaires, quand on a d'une manière relativement constante l'arrivée de nouveaux ravageurs, ça pose effectivement des défis pour la recherche parce que le premier réflexe, ce serait de vouloir contrôler ces organismes avec des produits chimiques, parce qu'il faut agir rapidement. Et puis ensuite, la deuxième phase de réflexion, c'est qu'une fois que l'organisme est installé, on peut commencer de réfléchir à des moyens de lutte plus naturels, plus biologiques, mais c'est un processus qui prend du temps. Et face à des objectifs, je dirais, cadrés, fixés dans le temps, eh ben, la recherche, des fois, ne va pas aussi vite qu'on aimerait. Et ça, c'est bien normal. Alors moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de retourner justement dans le monde de la vigne, se passer de produits phytosanitaires au profit d'une lutte biologique basée sur de petits acariens capables de venir à bout des araignées jaunes et rouges qui ravageaient les vignes depuis des décennies. Eh bien, c'est ce que nous raconte aujourd'hui Olivier Viret, responsable de la viticulture dans le canton de Vaud. Chronique d'une réussite. Le typhlodrome est un acarien prédateur, c'est-à-dire qu'il va se nourrir de deux fléaux de la vigne qui datent du 19e siècle, l'araignée jaune et l'araignée rouge, qui ont la capacité de sucer le suc cellulaire des feuilles à l'épiderme supérieur et se nourrir de ce suc. De ce fait aussi vont endommager la plante jusqu'à des pertes de récolte. Donc ce fléau a dû être combattu à la fin du 19e lié à la crise phytosanitaire, plein de problèmes dans ces vignes, le phylloxéra, le mildiou, l'oïdium, qui ont envahi l'Europe. Et ces araignées faisaient partie de cette panoplie de ravageurs contre lesquels des mesures de lutte draconiennes devaient être trouvées, puisqu'à cette époque, il fallait tuer la vermine. Donc nos ancêtres ont appliqué de la nicotine, du savon noir, différents produits phytosanitaires que l'on ne pourrait plus imaginer aujourd'hui, jusqu'à l'avènement dans les années 50 des premiers acaricides, donc des molécules de synthèse qui sont spécifiques, qui ont l'inconvénient bien sûr d'être relativement performantes, mais qui font aussi, plus on les utilise, que ces petites bêtes de 0,4 à 0,5 mm de dimension, araignées rouges et jaunes, vont s'adapter. Cette adaptation génétique fait que l'on a retrouvé tout à coup, après 5 traitements, plus aucune efficacité dans les années 50, 60, où on se dit, tiens, il faut trouver d'autres solutions. En 1970, c'est le début des pensées et des penseurs de la production intégrée, où à la Station fédérale de recherche de Changin, on se rend compte qu'on ne peut plus traiter à l'aveugle nos cultures et on va vers des recherches de lutte biologique. Contre cette araignée rouge et jaune, on a la chance de découvrir à cette époque une autre araignée, justement notre typhlodrome, qui est présent naturellement, sauf qu'il faut l'implanter dans les autres vignobles qui n'ont pas cette chance de l'avoir, notamment dans le bassin lémanique. Donc il s'avère que les vignerons, lors de l'ébourgeonnage des vignes, ont récupéré des pousses et sont ensuite venus les implanter dans les vignes vaudoises, et il a fallu plus de 20 ans pour que cette lutte performante s'établisse avec un bilan extraordinaire en termes de durabilité, puisqu'aujourd'hui, nous n'appliquons plus du tout d'acaricides dans nos vignobles. Ces produits ont pratiquement disparu d'ailleurs de la panoplie des produits phytosanitaires viticoles, avec une performance durable qui continue. Il faut savoir que pour que cette durabilité continue, nous devons aussi respecter le fait que d'autres produits comme les fongicides qu'on applique contre le mildiou et l'oïdium peuvent avoir un effet secondaire sur ces typhlodromes. Donc ça aussi c'est important à considérer, et aujourd'hui nous n'appliquons pas de fongicides qui ont un effet négatif sur cette petite bête miracle qui est venue sauver nos vignobles d'un fléau dont on parle presque plus aujourd'hui.
On vient de voir le cas, donc l'exemple en Suisse, dans le canton de Vaud, des vignes. Est-ce que vous parliez tout à l'heure de ces niveaux qui sont assez ambitieux par rapport à la réduction des acaricides? Est-ce qu'en Suisse, on a des règles plus strictes qu'ailleurs? Est-ce qu'on applique moins d'acaricides dans les vignes suisses que nos voisins, par exemple? Alors, quasiment plus d'acaricides. Vraisemblablement, les comparaisons qu'on a pu faire, alors, au niveau politique, mais peut-être les experts auront des chiffres plus intéressants, mais montraient que les labels que nous avions chez nous et les exigences que nous avions chez nous, eh bien, nous conduisaient vers une agriculture qui était globalement plus saine que ce qui se passait autour de nous, pour son équivalent. Et donc, sans doute qu'on a un problème de communication aussi, pour essayer de mieux valoriser ça vis-à-vis du consommateur. Et c'est une démarche qui a été entreprise avec l'Office fédéral de l'agriculture juste avant que je quitte la Fédération suisse des vignerons et qui devait déboucher justement sur une meilleure cohérence dans tous les labels qu'il y avait, puisque les grandes surfaces ont développé leurs propres labels et puis il y a aussi des labels suisses qui sont en parallèle, etc. Je pense qu'on s'y perd des fois un petit peu en tant que consommateur. Exactement. Il fallait donc faire quelque chose et c'est en cours. Je crois que ça aboutit. Je n'ai malheureusement pas encore vu les résultats. Alors justement, David Rogard, je rebondis de votre côté. Quels sont les chiffres? Est-ce que vous avez ces chiffres? Est-ce qu'on utilise moins d'acaricides en Suisse qu'ailleurs? Est-ce que nos voisins, où est-ce qu'ils en sont en fait? Alors, je ne connais pas les chiffres par cœur, mais ce qu'on peut clairement, je rebondis sur les propos de Frédéric Borloo, donc acaricides plus, et puis on peut aussi faire la même parallèle avec les insecticides. Aujourd'hui, les vers de la grappe sont neutralisés par la confusion sexuelle. On a un petit retour en arrière sur les insecticides à cause de la flavescence dorée qui nous oblige à faire de la lutte dans certains périmètres. Alors, si on parle maintenant d'un point de vue purement physique, de la transmission du fameux typhlodrome, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'on met ça sur la vigne? Est-ce qu'on peut faire de l'élevage de typhlodrome? Alors, je crois que ça a été expliqué par Olivier Viret dans la vidéo que nous avons vue tout à l'heure. Donc, au début, effectivement, il y avait des vignes où on trouvait naturellement des populations de typhlodrome, des vignes où le typhlodrome était absent. Donc, il y a eu tout ce travail de transmission qui a été fait par les vignerons et les arboriculteurs aussi. D'ailleurs, c'est une technique qui fonctionne aussi en arboriculture, c'est-à-dire qu'on prenait des pousses d'ébourgeonnage dans une vigne qu'on apportait dans une vigne pour coloniser. Actuellement, comme ce travail a été fait il y a une vingtaine d'années, qu'on a adapté aussi les programmes de traitement et qu'on utilise contre les champignons des produits qui sont peu ou pas toxiques pour ces typhlodromes, le viticulteur maintenant n'a quasiment plus rien à faire dans la mesure où si vous plantez une vigne, vous avez des vignes voisines qui sont colonisées et puis les jeunes vignes vont se faire coloniser naturellement. Donc il n'y a pas, en tout cas au niveau des cultures pérennes comme l'arboriculture ou la viticulture, de sources d'approvisionnement de typhlodrome qu'on pourrait acheter pour mettre dans ces vignes, mais il est naturellement présent. Je pourrais encore préciser que pour les cultures annuelles, en revanche, pour les cultures maraîchères ou pour les cultures de baies, on utilise aussi cette technique d'introduction d'acariens prédateurs pour lutter toujours contre l'acarien rouge et contre l'acarien jaune. Ça fonctionne aussi très bien. Mais là, évidemment, comme on a affaire à des cultures annuelles, on doit réintroduire chaque année ces organismes. Et là, vous les trouvez dans le commerce. Il y a effectivement des firmes qui, en Suisse et partout en Europe, commercialisent ces agents de lutte biologique. Il y a diverses espèces, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est trouvable dans le commerce. Et puis là, c'est des petits sachets, des petits flocons. Les acariens sont sur des supports inertes, et puis vous les saupoudrez simplement dans vos cultures. Et puis après, ils vont coloniser la culture pour s'attaquer aux petites araignées qui trouveront. Mais donc finalement, c'est un processus relativement simple à mettre en place. C'est un processus relativement simple à mettre en place, dont le succès dépend beaucoup de ce que vous allez faire comme traitement contre les autres ravageurs éventuels qui sont présents ou maladies qui sont présents dans votre culture. Si vous travaillez bien, en principe, ça fonctionne bien. Et puis parfois, il y a des petits accidents, mais en principe, ça marche très très bien. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller voir bien concrètement comment ça se passe sur le terrain. On a pris l'exemple des frères Dutruy, vous les connaissez peut-être, artisans vignerons, je vous vois faire oui de la tête, et pépiniéristes du côté de Founet, aux confins du canton de Vaud. Regardez. On est à Founet, à l'ouest du canton de Vaud, sur notre domaine viticole familial de 25 hectares, que je cultive avec mon frère Julien depuis 2006. Parallèlement à ça, on travaille une grande pépinière viticole.
En 1918, mon arrière-grand-père Gustave est venu s'installer à Founet. C'était juste après la Première Guerre mondiale. C'était une époque où les rendements étaient très aléatoires et où il fallait vraiment lutter pour avoir des récoltes. Après cette première génération est arrivé mon grand-papa Robert, qui était lui à l'époque de la chimie, donc les débuts des phytosanitaires. Et c'était très pratique parce qu'on pouvait cibler les acariens avec des acaricides, les insectes avec des insecticides, et tout semblait merveilleux. Par contre, on a quand même décimé à ce moment-là des populations entières et les équilibres ont été perturbés. En 1975-80, c'est mon papa Jean-Jacques qui a repris le domaine. Et c'était une époque assez intéressante parce que grâce à la recherche, Agroscope en particulier, ils ont étudié les populations de ces typhlodromes dans les vignes et on a remarqué que quand les équilibres étaient là, entre les typhlodromes et les acariens, eh bien finalement, on pouvait se passer des acaricides, donc des pesticides, et on arrivait à régler ce problème d'acariose dans les vignes. Aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans qu'on exploite les vignes avec mon frère. Et je dois dire que les populations de typhlodromes sont bien équilibrées. Elles sont présentes sur l'ensemble du vignoble. Donc on peut dire qu'il ne reste plus qu'à maintenir cet équilibre pour les prochaines années. Et ça sera aussi aux générations futures de préserver le travail que nous avons fait. Alors, ce qui est intéressant, quand on a préparé cette émission et qu'on a cherché des interlocuteurs pour nous parler de ces fameux acariens, donc du typhlodrome, on s'est rendu compte que, quelque part, les agriculteurs nous disaient « Non, mais en fait, c'est un problème réglé, il n'y a rien à dire, passez votre chemin ». Donc là, je reviens peut-être à ce que vous avez dit tout à l'heure, Monsieur Borloo, il y a une histoire de communication. David, j'aimerais savoir comment ça se fait que, finalement, c'est un problème, entre guillemets, réglé depuis 20 ans et qu'on n'en a jamais entendu parler en tant que grand public. Alors je pense qu'il faut remettre les choses, revenir un petit peu dans le passé. Effectivement, il y a eu beaucoup de communication à l'interne de la profession pour arriver à faire évoluer les choses, à faire des recommandations. Pour coloniser ces parcelles, on organisait des séances où les gens, on les faisait venir avec leurs feuilles pour qu'ils puissent les regarder à la loupe binoculaire si elles étaient occupées par un typhlodrome ou un acarien. Mais là, il fallait être vigneron. Et ça, c'est les vignerons. Voilà. Et à partir de là, comme ils l'ont dit, le problème a été réglé. Il n'y avait pas les réseaux sociaux tels qu'ils le sont aujourd'hui. On n'était pas dans l'hypercommunication. Et les producteurs, ils ont passé à autre chose. Ils ont continué à évoluer dans leurs pratiques et techniques sans trop se soucier d'en parler autour d'eux. Mais est-ce que ce n'est pas justement dommage de ne pas avoir saisi la balle au bon et de ne pas avoir transmis cette information qui est quand même intéressante et qui a valeur d'exemple pour d'autres domaines agricoles, j'imagine, Monsieur Borloo? Oui, mais alors c'est plus facile à dire qu'à faire. Je n'en doute pas. Le travail a été fait, il a été communiqué au travers des organes officiels, bien entendu, sans doute publié à l'époque, peut-être même plusieurs fois, dans différentes revues professionnelles. Et puis ensuite, c'est un peu un train qui arrive à l'heure. Alors ça n'intéresse pas forcément, vraiment. Et puis le temps passe, les nouvelles générations arrivent. Il y a sans doute des jeunes vignerons qui connaissent pas cette histoire-là, qui se disent chez nous on n'a pas d'acariens, sans forcément connaître l'histoire. Voilà, c'est un peu aussi la vie. Hein. C'est une information remplace une autre. Et puis là. Mais c'est quand même aujourd'hui ce à quoi on doit s'atteler, c'est quand même essayer de communiquer tout ce qu'on fait, notamment dans les métiers de la terre. Hein. On va encore faire un petit tour d'horizon sur d'autres produits dans un instant. Bien, je pense que là, il y a vraiment un effort à faire. C'est les offices de promotion doivent bien entendu vendre les produits, faire en sorte que les gens achètent les produits. Mais avec cet effort-là, il faut de la communication, je pense. Mais je pense aussi qu'aujourd'hui, le public a envie de connaître ce genre d'histoire. Et c'est dommage de s'en passer. David, je vous voyais hocher de la tête. C'est un peu pour ça qu'on est là aussi, pour en parler et peut-être revenir un petit peu sur des choses qui sont pour nous passées, puisqu'elles datent de quelques décennies, mais qui restent importantes pour le quotidien des vignerons. Alors justement, Monsieur Lindert, maintenant si on revient sur un point de vue plus scientifique, d'un point de vue de la recherche, est-ce qu'il n'y a pas des idées à aller prendre ici et là pour voir justement comment on pourrait agir dans le futur sur d'autres cultures? Parce qu'on imagine
j'imagine qu'il y a aussi, enfin, vous le disiez en début d'émission, il y a d'autres choses à faire. Oui. C'est un travail, je dirais, qui est un travail de la recherche qui est constant. Si on prend par exemple l'exemple récent de la drosophile du cerisier que j'ai abordé tout à l'heure, vous avez peut-être vu aussi récemment qu'il y a eu les premiers essais qui ont été faits en Suisse d'introduction, de lâcher d'une petite guêpe parasitoïde qui va s'attaquer à Drosophila suzuki. Là, la recherche en association avec le CABI à Delémont, donc Agroscope, s'est lancée dans un programme de recherche de lutte biologique, donc pour contrôler cet organisme. Il y a des essais en cours aussi qui se font pour essayer de trouver des moyens de lutte biologique pour lutter contre le scarabée japonais. Donc chaque nouveau ravageur, finalement, incite les chercheurs à essayer de trouver des solutions de lutte biologique. Et est-ce que la recherche est assez dotée? Est-ce qu'elle a les moyens de ses ambitions? Alors je dirais qu'en Suisse, on a encore la chance justement d'avoir une recherche agronomique, je dirais, forte, en comparaison passablement de nos voisins qui ont eu pas mal de coupes budgétaires. On est pour le moment relativement épargné en Suisse, même si évidemment la recherche est aussi concernée par des restrictions budgétaires comme un peu toute la Confédération. Mais je dirais que la recherche agronomique suisse au niveau du soutien de la Confédération, du soutien des cantons, est une recherche agronomique qui reste forte, qui reste compétitive, qui a besoin évidemment d'étendre son réseau de collaboration, soit à l'interne, soit à l'externe aussi, pour rester performante. Mais on a encore cette chance, je dirais, d'avoir une recherche effectivement performante et surtout une recherche qui est soutenue par la branche et aussi par le monde politique. Par le monde politique. Alors je vous propose maintenant de continuer notre balade. Comme vous le disiez tout à l'heure, on va aller explorer une autre espèce, si je puis dire, fruitée, sucrée, acidulée, en gâteau, en compote, au four. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Vous avez peut-être deviné de quoi je vous parle, qu'elle soit verte, rouge ou jaune. Elle est appréciée par tous les gourmands et surtout on peut la manger toute l'année. Il s'agit bien sûr de la pomme, mais quel chemin a-t-elle emprunté avant de se retrouver dans votre assiette? Eh bien, retour en arrière. De la fourchette à la fourche, c'est maintenant. Ce que j'apprécie dans la pomme, c'est surtout son fruité et son sucré. Et bien entendu, les différents goûts qu'on a tout au long de l'année en changeant d'une variété à l'autre. Bienvenue à Signy. Sur mon domaine, je cultive des pommes, des poires, de la vigne et des grandes cultures. On plante un arbre qui a déjà une année de pépinière. On plante soit au printemps, soit en automne. Les 2 premières années, c'est plutôt orienté sur la pousse de l'arbre pour qu'il prenne sa place dans la culture. Et depuis la 3e année, on a de la production juste pour une durée de 15 à 20 ans. Après, la qualité de la production détermine la longévité de l'arbre. Je cultive dans les pommes des Gala, des Golden, des Boskop rouges, des Kisabel et des Jazz. Ce qui détermine ces variétés, je vends au travers d'une coopérative pour la grande distribution. Donc c'est des variétés qui sont porteuses sur les marchés, qui vont facilement trouver leur place à la vente. Et puis les différentes variétés sont aussi organisées pour répartir la récolte qui débute de mi-août jusqu'à fin octobre, pour échelonner les différentes variétés et pas avoir un bloc de devoir cueillir pendant 3 semaines toutes mes variétés d'un coup avec beaucoup trop de main-d'œuvre. La cueillette est déterminée par différents critères comme la coloration, la fermeté, le taux de sucre et puis la réduction des amidons qui déterminent un début de récolte où après on va passer en prenant uniquement les pommes
vraiment mûres sur l'arbre et en faisant plusieurs passages successifs, en général, chaque semaine, pour prendre toujours les meilleures pommes au meilleur moment de la qualité gustative. Pour la cueillette, donc, elle est entièrement manuelle. J'ai une équipe de 7 personnes qui viennent cueillir tous les jours, y compris quand il fait chaud ou quand il fait froid. Et ils effectuent d'abord un premier tri directement à la cueillette. Quand on fait des différents passages par rapport à la coloration, visuellement sur l'arbre. Puis après, les pommes qui sont trop grosses ou trop petites ou qui auraient un léger défaut, celles-ci sont aussi directement séparées à la cueillette pour être valorisées dans du jus de pomme. Donc une fois les pommes cueillies en palox, elles sont acheminées à la coopérative tous les jours par camion. Et c'est la coopérative des producteurs qui est là pour le stockage des pommes, qui varie suivant les variétés de 3 mois à 1 année, pour approvisionner le marché suisse tout au long de l'année de pommes de bonne qualité. La pomme est une culture exigeante puisqu'on va avoir un fruit de première qualité sans défaut. On doit s'en occuper toute l'année, on est en extérieur, donc on a les conditions climatiques qui peuvent nous péjorer la culture, par exemple la grêle. On utilise des fils anti-grêle pour s'y protéger. On a des maladies aussi fongiques, on a des insectes qui viennent aussi détruire les cultures. Par exemple, on peut lutter contre les insectes par des diffuseurs à hormones qui vont permettre de limiter la ponte de ces insectes. Et on a aussi introduit des typhlodromes pour combattre les acariens rouges. Monsieur Borloo, vous venez de le dire, il y en a partout de ces typhlodromes, c'est vrai, même dans les pommes, hein, mais visiblement ça fonctionne plutôt bien, puisqu'on peut étaler la récolte et ainsi avoir des pommes toute l'année. Et puis pour les personnes qui s'en occupent, ça veut dire conserver les fruits entre 3 mois et 1 année avant de les mettre sur le marché. Ça, c'est plutôt un bon bilan au niveau de l'anti-gaspi, on va dire, pour l'agriculteur. Oui, c'est un excellent bilan, et puis ça montre l'agilité des agriculteurs. Il faut essayer de trouver des solutions. Maintenant, les cultures se diversifient de plus en plus, les exploitations se diversifient, et puis alors ça complique le travail, mais d'un autre côté, ça facilite l'accès au marché. Et puis je pense que c'est l'avenir. D'un point de vue politique, est-ce que justement il y a un encouragement de ce type de culture plus que sur certaines autres parce qu'on a un bon bilan au niveau de la récolte, donc c'est-à-dire que ça ramène de l'argent à l'agriculteur et en même temps on ne gaspille pas trop parce que les pommes qui sont moins belles partent pour le jus, partent pour la résinée, des choses comme ça? Bon, de manière globale, alors là, je pense que mes voisins pourront mieux expliquer cela, mais de manière globale, l'Office fédéral de l'agriculture encourage plutôt d'arrêter les cultures, les monocultures sur des trop grandes surfaces pour essayer de diversifier, parce qu'il y a quand même moins de maladies, moins d'attaques, etc. C'est en général une culture plus calme. Mais enfin, je ne veux pas trop m'aventurer sur un domaine qui n'est finalement pas le mien. Par rapport à ce que M. Borloo dit, hein, donc on voit qu'ici on est sur un multiculture, donc monsieur travaille sur plusieurs cultures aussi, il choisit plusieurs variétés. Alors c'est important de se caler, il l'a dit, se caler sur le marché. Hein, on peut même aller avec des variétés qui vont aller des récoltes qui vont aller jusqu'au début décembre. Hein, et puis ensuite couvrir le marché durant 12 mois, c'est une très bonne chose. Il n'y a pas beaucoup d'autres cultures où on peut faire ça. Hein. Donc c'est un bon investissement pour l'agriculteur. Oui, bien sûr. Hein. Et puis, si on veut comparer, on aurait peut-être des pommes de terre où on arrive à couvrir un marché de manière très très longue grâce au stockage.
peut-être évidemment pas des fraises ou des framboises qui sont plus compliquées. Ouais, ça c'est en effet un petit peu plus délicat, on va dire. D'un point de vue plus scientifique, est-ce qu'on mange les mêmes pommes qu'on mangeait il y a un siècle en arrière? C'est les mêmes variétés Certainement pas. Comme on ne mange peut-être pas non plus les mêmes variétés de blé ou d'autres choses, ou même qu'on ne buvait pas de merlot au Tessin il y a 150 ans. Mais ça c'est lié au changement climatique alors? C'est lié à des introductions, à des travaux de la recherche agronomique qui ont montré, par exemple, dans le cas du merlot au Tessin, que c'était un cépage qui était mieux adapté que les cépages locaux à l'époque et qui donnait du très bon vin. C'est un petit peu aussi la même chose avec les pommes. Il ne faut pas oublier aussi, je pense que dans le marché de la pomme, il y a les exigences de la grande distribution. Hein. Les canaux de distribution sont quand même... Il y a la vente directe, évidemment, pour les producteurs, qui était très importante au 19e siècle, un peu plus anecdotique aujourd'hui. Et voilà, un peu plus anecdotique maintenant. Et puis, on dépend beaucoup de la grande distribution, qui fixe aussi un certain nombre de critères qualitatifs qui nécessitent des adaptations aussi au niveau variétal pour les producteurs. Mais est-ce qu'on n'a pas le risque, finalement, alors on va se retrouver au Tessin, on va tous manger cette pomme-là, ce blé-là, parce que c'est là qu'il grandit bien. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans quelque chose de très sectorisé, finalement? Ouais, c'est une question, je trouve, intéressante, enfin, pour le consommateur que je suis. Hein, cette recherche d'optimisation, finalement, dans la culture pourrait créer de la monoculture, un peu, et puis peut-être la mise à disposition de moins de produits, région par région. Mais dans les faits, ce n'est pas quand même ce qui se passe. Hein. Je crois que ça reste très diversifié. Non, puis d'un point de vue agronomique, la diversification, elle est aussi importante pour pouvoir mettre tous les œufs dans le même panier, quoi. Donc, Vous vouliez réagir? Oui, je voulais juste dire que la Suisse, justement, se caractérise par une énorme diversité dans toutes les niches de production. Puis je crois qu'on peut trouver un peu de tout partout et que le consommateur suisse, pour ça, il a un choix énorme. Quand on pense, par exemple, au nombre de variétés de raisins qui existent, au nombre de cépages disponibles chez les viticulteurs et chez les vignerons en caveur, je crois qu'on est beaucoup plus gâtés que la Bourgogne qui tourne avec 2 cépages. Ah, c'est pas peu dire, hein. Attention. Alors, on va quitter... Il faut des fois un peu de patience pour profiter des produits suisses c'est vrai, par rapport aux produits étrangers. Alors justement, maintenant, on va quitter tout ce qui est du domaine du fruit, du légume, et on va parler de viande, cette fois de viande rouge. Et la question que nous vous posons, c'est manger de la viande rouge locale ou importée, quelle est l'incidence sur les émissions de CO2? Y a-t-il vraiment une différence? Eh bien, nos équipes ont fait le tri. C'est notre rubrique fact-checking. Manger de la viande rouge locale ou importée n'aurait pas d'incidence sur les émissions de CO2. C'est ce que prétend un récent article du Nouvelliste qui évoque l'empreinte carbone de l'alimentation d'une famille. Si l'on en croit l'encadré de l'article, le transport n'aurait qu'un impact marginal. C'est une vision, hélas, erronée, car les émissions de CO2 par kilo de viande sont intimement liées aux méthodes et donc aux régions de production. On ne peut pas comparer un bœuf brésilien qui a impliqué une déforestation pour les pâtures et pour la culture du soja à son homologue suisse, broutant sur un alpage où aucune autre culture n'est possible. Pour être précis, on doit prendre en compte la production, poids vif, c'est-à-dire les émissions imputées directement à l'agriculture. Le Nouvelliste évoque un équivalent CO2 de 80 kg pour 1 kg de viande bovine produite, chiffre bien éloigné de celui du projet européen Live Beef Carbone, qui a été mené sur 5 ans pour arriver à une moyenne de 16,7 kg équivalent CO2. Au-delà de la guerre des chiffres, c'est l'application hâtive d'une moyenne mondiale à la réalité suisse qui est problématique. Car, comme l'illustre le rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, les disparités sont énormes d'une région de production à une autre. En Grèce, les émissions moyennes d'équivalent CO2 pour produire 1 kg de viande vive se montent à 29,4 kg contre 76 kg en Asie du Sud. En résumé, viande suisse ou viande étrangère, la comparaison ne fait pas sens. Car si le transport ne pèse effectivement pas lourd dans le calcul, la région de production a un impact gigantesque sur le bilan carbone. Et on l'a bien vu, hein, dans ce sujet-là, on a de nouveau un problème d'amalgame et donc de communication finalement, parce qu'on se rend bien compte, ça semble relativement logique comme ça, mais consommer local finalement sera toujours plus avantageux. Comment est-ce qu'on fait pour éviter ce genre d'amalgame qu'on retrouve finalement régulièrement dans les médias et auxquels je suppose qu'on s'habitue? Oui, il y a des choses qui se répètent. Hein, et donc, on compte un peu sur les associations professionnelles aussi pour
pour s'engager là-dedans, essayer de corriger un peu les informations avec des éléments factuels, des expériences dans le terrain, et puis d'une région à l'autre, ça peut être très différent. Et par exemple, pour l'élevage, il faut se poser de la question aussi, qu'est-ce qu'on ferait de ces pâturages si on n'y mettait pas des vaches? Est-ce qu'aujourd'hui, on serait capable de replanter du seigle en haute altitude, dans des rendements qui seraient catastrophiques? Enfin, personne ne voudrait acheter ça. Est-ce que ça fait du sens? Et puis, qui veut travailler dans ces conditions-là? Donc, il y a aussi quand même une tradition à respecter, il y a aussi une qualité du travail à mettre en valeur, je pense, avant de vouloir toujours critiquer, voire, disons, démolir un tout petit peu cet acquis, ce professionnalisme qu'on a chez nous. David, est-ce qu'il y a justement un gros travail des associations derrière pour essayer de mettre en avant les bonnes informations, pour démêler le vrai du faux? Alors, utiliser des moyennes, c'est toujours très compliqué. Donc, effectivement, on a fait un travail dans le canton de Vaud, un projet pilote lié à l'empreinte carbone d'exploitation. On peut affirmer qu'on est en dessous des chiffres de 80 kg qui ont été annoncé ici. Et puis je reviens sur les propos de M. Borloo. Il y a non seulement une tradition, mais il y a quand même quelque chose qui est agronomique, c'est un cycle. Donc on a de l'herbe, on a du bétail. Et 70% de la surface agricole en Suisse est recouverte d'herbe. Et aujourd'hui, la meilleure mise en valeur qu'on puisse avoir, ça reste des bovins. Et puis, en face de ça, on a aussi une industrie agroalimentaire qui souhaite produire de la non-viande comme de la viande. Scientifiquement, est-ce que c'est quelque chose en quoi vous croyez, Monsieur Linder? Est-ce qu'on peut remplacer la viande par de la non-viande? Je ne suis malheureusement absolument pas spécialiste du domaine. J'aurais des collègues à Agroscope qui seraient certainement mieux à même de répondre à cette question. Mais vous, en tant que scientifique, comment vous voyez la chose? Moi, je dirais qu'en tant que consommateur, je ne suis pas spécialement intéressé par la non-viande. Dans le cadre d'une émission qui parle d'agriculture durable, et pour rebondir un petit peu sur le propos des deux autres interlocuteurs, je crois que ce qui est aussi important de dire, c'est que cette viande suisse, elle est produite par des familles paysannes suisses, qui sont nos voisins, qui font aussi vivre tout un tissu social. La durabilité ne s'arrête pas aux émissions de gaz de CO2. Je crois que c'est tout un paquet global. Et à titre personnel, en tout cas, j'entendrai toujours privilégier une production locale à une production dématérialisée de protéines végétales artificielles. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas, pour ces différents échanges, ces différents points de vue. On arrive déjà presque au terme de cette émission. Ça va toujours très, très vite. On a encore envie de dire plein de choses. Mais il nous faut néanmoins conclure. Merci à vous aussi de nous avoir suivis aujourd'hui. Le mois prochain, nous allons parler de traçabilité. On en a un petit peu abordé le sujet aujourd'hui. Une condition sine qua non des labels que l'on rencontre sur l'agriculture vaudoise et helvétique. Et puis, avant de se quitter, je vous propose encore notre rendez-vous agricole du mois. Aujourd'hui, c'est un fumet de truffes qui a envahi le plateau puisque nous vous emmenons à la découverte du marché aux truffes de Bonvillars. Et attention, pas n'importe quelle truffe puisqu'il s'agit des truffes helvétiques. Alors, préparez vos papiers et quant à nous, nous vous disons rendez-vous le mois prochain. Au revoir. Au bord du lac de Neuchâtel, le village de Bonvillars se prête à accueillir son 15e marché aux truffes. Cet événement unique propose de découvrir la truffe suisse et accueille tous les spécialistes et connaisseurs de ce champignon d'exception. Durant toute une journée, les visiteurs peuvent déguster plusieurs variétés de truffes et mieux apprendre à les connaître grâce à des stands et des conférences. Des dresseurs passionnés font également plusieurs démonstrations des talents de leurs chiens truffiers. Les terroirs de Grandson et les vignerons encaveurs de l'appellation Bonvillars participent également à cette manifestation en y faisant déguster leurs meilleurs crus et produits locaux. Rendez-vous le samedi 28 octobre dès 9h30 dans la cour de Bonvillars. Prométer, l'association vaudoise de promotion des métiers de la terre, les vins vaudois et leur vinothèque en ligne vauvin.ch et le label Vauplus certifié d'ici, qui garantit l'origine des produits du terroir vaudois, présente Agriculture durable.